C'est quelque chose dont j'ai honte, clairement, oui. Et en plus, qui attire énormément de jugements et de préjugés. On a souvent le préjugé que si tu fumes des joints, c'est que t'es feignant, si tu fumes des joints, c'est que t'es un rasta, si tu fumes des joints, c'est que tu fuis je sais pas quoi, c'est que tu peux plus rien écouter, c'est que tu perds ta mémoire, c'est que tu perds ceci, cela. J'ai pas beaucoup de ces symptômes. Sauf si vraiment je fume énormément. Alors, clairement, je suis guilleret, clairement, je suis euphorique, ça c'est sûr. Je dis 3 fois plus de conneries. Et je trouve que les choses sont beaucoup moins graves. Du coup, je les affronte facilement et du coup, j'arrive à les résoudre assez facilement. Ça, c'est une croyance aussi, par exemple, ce que je viens de dire. C'est pas vrai. C'est juste une croyance que je me raconte pour continuer à fumer des joints. Donc voilà, aujourd'hui, et la semaine prochaine pour la partie 2, on a le droit à 2 heures d'échange /monologue d'un invité qui fume des joints depuis 28 ans. Il nous parle de sa dépendance au THC et au tabac. Il en parle bien, très bien même. Et c'est là tout le problème. Il a étudié sous toutes les coutures le concept de la dépendance et de l'addiction. Donc il connaît son sujet sur le bout des doigts. Alors il est devenu infaillible pour saboter son sevrage. Oui, il sait qu'il manque pas d'air. Bonne écoute. Yeah! Mon invité masqué. Bonjour, bonjour. Viens, on prend un pseudo marrant. Si tu veux, comme tu veux, je sais pas. Comme ça, tu peux te sentir libre de tout ce que tu veux dire. Ouais. Et on pourra couper entre 2 montages si jamais finalement tu le sens pas. Ok. C'est quoi ton pseudo? Alrone. Alrone. A-L-R-A-U-N-E. Trop bien. Alors c'est parti. Pour les 5 étages, tu viens de louper la première marche, je t'ai vu. Quand je t'ai dit qu'il y avait 5 étages à monter, tu m'as dit que ça faisait quelques jours que tu observais ton souffle dans les escaliers. Ouais. C'est-à-dire? J'ai essayé d'évaluer en fait à quel point je m'essoufflais vite. Et en fait, j'ai été plutôt étonné de me rendre compte que je m'essoufflais beaucoup moins vite que ce que je croyais. C'est une bonne nouvelle? Oui, mais c'est pas relié à ma respiration ni à mes poumons. C'est relié à quoi? C'est relié à mes jambes. Parce que je suis quelqu'un qui marche tout le temps, beaucoup. J'ai pas de permis, donc je me déplace tout le temps à pied. J'ai habité 5 ans au 6e étage. J'ai monté, descendu des escaliers tout le temps, toute ma vie, toute ma jeunesse. La maison de ma mère, c'est des escaliers. Du coup, je suis un peu habitué. Trop stylé parce que là, en fait, tu viens de faire un monologue sur 5 étages et t'as l'air de respirer presque normalement. À peu près. Je commence à ne pas faire le malin, mais là, ça va. Donc, tu manques d'air ou pas? Un peu, ça va. Ok. Bon, c'est parti. Bienvenue. Comment tu te sens? Tendu. Pourquoi? Parce que c'est ma nature d'être tendu quand je suis interviewé. Et je suis toujours tendu dans toutes les interviews. Tu sais pourquoi? Ouais, pour plein de raisons différentes. Déjà parce que j'ai un drive fait plaisir. Du coup, c'est poser une attente très forte sur moi, en fait. J'ai l'impression d'être dans un contrôle comme à l'école. Quand je suis en interview, j'ai quelqu'un qui me fait « Ouais, non, mais pas de problème ». Et je sais que chaque mot que je sors est écouté, pesé, machin, etc. va être manipulé, monté, remis derrière et tout, etc. Donc je suis en vigilance, en fait, sur tout ce que je dis. Je suis pas du tout, j'ai jamais été de ma vie, jamais de ma vie je serai. Pas en vigilance en interview. Ok. Pour avoir moi-même interviewé pas mal de gens, en fait, et donc savoir aussi comment les mettre à l'aise et comment créer un dispositif de façon à ce qu'ils puissent te donner ce que tu veux sans qu'ils en aient l'impression. Je connais les ressources, je connais les tips, je connais les trucs, et donc me retrouver de l'autre côté me donne souvent l'impression d'être pris pour un con. Mais ça, c'est inconscient. Tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, un peu. Donc j'ai l'impression, tu vois, j'ai envie de dire souvent l'intervieweur, c'est... Pas à moi, quoi, à d'autres. Vas-y, arrête. Je te vois. Qu'est-ce que tu veux entendre? Dis-moi ce que tu veux entendre, je vais dire si je veux te le dire. Ça va aller plus vite. Eh ben, est-ce que tu aurais envie de me dire tout ce que tu sais que je vais te demander? Parce qu'il y a un dilemme par rapport à ça. Tout ce que je sais que tu vas me demander. Tu te doutes toutes les questions que je vais te poser. On va parler du tabac, on va parler des formes d'addiction. Moi, je crois que ce qui t'intéresse chez moi, c'est mon rapport donc au tabac, donc dans un premier temps, mais je pense que je risque d'être une goutte dans l'océan des archives de témoignages que tu dois avoir sur ce sujet. Moi, ma particularité, c'est le THC, et donc le fait que je consomme du THC avec le tabac.
Et ce, depuis que j'ai 20 ans. Donc ça fait 28 ans que je fume, et que j'arrête et que je reprends, et que j'arrête et que je reprends. Donc c'est une addiction, hein. Je pense qu'au bout de 28 ans, on peut conclure que c'est une addiction. Et du coup, je pense que c'est ça qui va t'intéresser. Et donc le lien entre le THC et le tabac, c'est l'addiction, parce que dans les cas, c'est une addiction. Et comme j'ai récemment travaillé sur le mécanisme neurologique des addictions et de comment ça fonctionne et de comment est-ce qu'on traite une addiction pour s'en sortir, quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer, et que moi-même, en fait, je me lance dans une désintoxication du THC donc cet été, je pense que tout ça t'intéresse. Mmh. Si tu veux, je peux faire un monologue. Hein, ça. Ça pourrait se transformer en monologue, effectivement. Ça fait quelques jours que je réfléchis à quoi dire, donc Génial. J'ai des chapitres et tout. Écoute, tu peux faire un monologue. J'aurais plein de questions dans tous les cas si finalement t'as plus rien à dire, ou en tout cas si j'ai pas toutes les infos que je veux. Mais rien que déjà avec ce genre d'informations que tu viens de me donner, non seulement tu vas être dans la saison 1, mais tu vas aussi être dans la saison 2, je te l'annonce. Ok. Puisqu'entre les deux, il va se passer l'été, et apparemment cet été, t'as des projets. Oui, j'arrête de fumer tous les étés. C'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire que depuis quelques années, pas depuis longtemps, depuis que je suis en couple, on va dire stablement, en s'approchant de l'été, j'ai envie d'arrêter de fumer. C'est très étrange. Donc c'est pas une décision, oui, maintenant c'est fini, nanana. C'est juste que souvent, quand le soleil arrive, je commence à en avoir ras-le-bol. Je sais pas t'expliquer pourquoi. C'est un truc que j'essaie de comprendre depuis longtemps, mais c'est comme ça. Donc pour l'instant, je surfe et je fais d'accord, et donc j'y vais. Le souci, c'est que j'y vais en étant en colère, parce qu'en fait, je commence à être en colère après moi. C'est ça qui se passe. Et c'est pas une colère de l'ordre de t'as des choses à me démontrer, sors-toi les doigts du cul, t'es vraiment faible de ne pas te désintoxiquer. Parce que j'ai pas du tout cette approche, en fait. C'est plutôt je suis en colère d'être fatigué, parce que c'est fatigant de fumer. Je suis en colère contre l'énergie que je perds, en fait. Et comme quand il fait beau, j'ai envie de sortir, j'ai envie de bouger, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de partir en vacances, j'ai envie d'être beau, j'ai pas envie d'avoir des énormes cernes en permanence, comme j'en ai tout le temps durant l'hiver, ça me pousse à arrêter de fumer. Alors souvent, comme j'ai un peu de mal à ne pas être radical quand je fais les choses, donc ça se traduit par je fais une annonce qui fait qu'à mon entourage, en m'excusant à l'avance de tout ce qui risque de se passer, du fait que je vais probablement être beaucoup moins drôle, beaucoup moins de bonne humeur, beaucoup moins ceci, probablement colérique, ceci que cela, que je m'excuse, je pardon. Puis après, j'arrête. Et après, je boude. Pendant... ça dure entre 1 mois et demi et 4 mois. Ça ressemble à quoi quand tu boudes ? Je suis en technique, j'ai des choses à faire. J'ai un planning à tenir, c'est bon. Si tu me demandes un truc, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis en train de faire un truc là. C'est ça, et j'ai la croyance qui est en train de s'en aller d'année en année, que en fait, si je ne fume pas, je vais perdre mon humour. Ah. Ça, c'est une croyance qui date, je sais très bien d'où elle vient, hein, qui date de mon adolescence en fait. Et donc j'ai un ami qui souvent, je fais donc souvent ce speech, et donc il se moque de moi maintenant, en me disant mais Alron, mais à chaque fois que t'arrêtes de fumer tous les ans, tu me dis la même chose. Et en fait, je vois pas la différence. Il dit vraiment, je ne vois pas, donc si tu veux, tu peux t'excuser et tout, mais en fait,
C'est pas parce que t'arrêtes de fumer que t'es énervé, que tu cries sur les gens, ou que t'arrêtes de faire des blagues. Mais moi, de l'intérieur, je le vis pas comme ça. Quand j'arrête de fumer, je rentre en gravité. Donc dans tous les sens du terme, hein, ça m'ancre sur le sol, je ressens la gravité, et en même temps, je ressens la gravité du monde qui m'entoure, et tout me touche et me balaye le moral beaucoup plus facilement, en fait, que sans THC. Bah ouais. Du coup, je crois que, comme disait Diderot, il y a une espèce de corrélation bizarre, très primitive entre le climat et l'anxiété, tout simplement. Et donc, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'arrêter de fumer dans un environnement où il fait beau, où il fait chaud, où je peux me balader à poil, où j'ai des choses à faire, où j'ai pas 3000 fringues à mettre, où tout il pleut pas et tout, etc. Je suis confiné chez moi, que dans un environnement... j'arrêterais plus facilement de fumer en Afrique, paradoxalement, je pense, qu'en Islande. Ça, c'est ce que j'ai constaté. Et quel autre changement tu vois chaque année quand tu refais ton sevrage? Tu veux dire d'année en année? En vérité, je trouve ça assez similaire. J'ai plus l'impression de répéter un pattern plutôt que de vraiment me sortir de la dépendance. C'est plutôt, si je devais tirer des conclusions, ce qui se passe, c'est de la pause. Ok. C'est, allez, vas-y, gagne quelques mois de ta vie peut-être. Je ne crois pas aujourd'hui que je puisse, par rapport à moi où j'en suis, après je ne dis pas, c'est pas un truc générique, hein, mais je peux pas sortir de cette addiction sans aide. Ça, c'est évident, clair. Et pour l'instant, je ne demande pas d'aide. Du coup, il y a quelque chose en moi qui me dit que je suis pas en train de m'en sortir, en fait, du tout. Je suis juste en train de faire des pauses, je suis en train de me construire une bonne morale, je suis en train de me redonner du souffle, justement, de l'espoir aussi. Et puis après, l'anxiété fait son travail, en fait. La problématique, elle est pas là. La problématique, elle est où? Alors, voilà ce que j'ai appris. Je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que donc ce que j'ai appris, ça vient de... Je préfère ce que tu ressens que ce qui est vrai. Je ressens pas mal de choses que j'ai apprises. Donc, c'est assez vrai de ce que moi je vis. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, je ne sais pas si c'est applicable à n'importe qui, n'importe quel... Voilà, mais en tout cas, bon. La vérité. Ma vérité, la dépendance, quelle que soit sa forme. C'est-à-dire, là, je vais parler donc dépendance au tabac, à la clope, dépendance au THC, dépendance même à la drogue, dépendance au cul, dépendance à l'affection, dépendance affective, bla 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 bla, à la bouffe, ont toute une origine similaire qui est en fait un trauma vécu ou répété à un moment donné dans sa vie. Donc on va dire, qu'est-ce que c'est un trauma? C'est pas tant l'événement en soi qui s'est déroulé que la façon dont la personne y a réagi. Donc un événement pour une personne peut être un trauma et puis pour une autre pas du tout. Voilà. Mais bon, bref, à partir du moment où il y a eu une réaction donc très forte émotionnelle, souvent de l'ordre de la peur, de la colère ou de la tristesse, autour de cet événement, et que souvent ça a été répété et que ça n'a pas été solutionné, et que la plupart du temps ça se passe quand même du côté de l'enfance, hein, comme par hasard. Mais bon, il y a aussi des cas où c'est pas le cas, hein. Le cerveau, à partir de là, il se met en vigilance. Il se met en vigilance parce que, suite à cette émotion très forte, il faut absolument faire attention, parce que ça, elle peut recommencer. Et ça, le cerveau, il veut pas qu'elle recommence. À aucun prix. Il préfère n'importe quoi d'autre, faire mourir plutôt que ça recommence. Du coup, il est en vigilance. Et comme il se construit en vigilance, neurologiquement, avec le temps,
les réactions, on va dire, de la personne dépendante, au bout d'un moment, l'anxiété en fait de la personne dépendante est construite autour de cette vigilance permanente. Ça donne en fait que toutes les émotions sont très fortes ou très basses. Ou très fortes ou très basses. Soit elles sont basses et très stables, soit elles sont hautes et très stables, soit elles passent de haut en bas, de haut en bas. Donc ça fait des vies qu'on dit fun, mais ça fait aussi des vies plus marrantes à raconter qu'à vivre, on va dire. Bien résumé. Voilà. Et ça, c'est un signe voilà, d'anxiété, hein, tout simplement. Le cerveau est en vigilance, donc je n'arrive pas à réguler mes émotions, tu vois, j'arrive pas à placer sur un événement sa juste valeur, en fait, émotionnelle, et à prendre de la distance. Ou alors je suis au contraire en dissociation et donc je dois prendre le maximum de distance. Tu vois, c'est soit tout l'un, soit il y a trop d'émotions, soit justement il ne peut pas y en avoir parce que quand je dis jeu, c'est un jeu universel. Hein. Je vais parler de moi, ouais, t'inquiète. T'inquiète. Voilà. Et donc en gros, soit c'est un dépresseur, soit c'est un excitant. Ça, c'est un peu les deux raisons pour lesquelles les gens fument, on va dire, et pour deux raisons pour lesquelles les gens se droguent et pour lesquelles les gens ont une addiction, dépresseur ou excitant. Ou des fois les deux. Hein. Des fois ça dépend, des fois il y a des gens ça dépend, et enfin, il y a beaucoup de paramètres. Mais bon, l'idée c'est toujours d'arriver à se connecter à son environnement, ou alors au contraire arriver à se déconnecter de son environnement. Dans les deux cas, il y a un traumatisme et une hypervigilance des émotions. Du coup, ça crée une vision du monde qui est obsédante, difficile à supporter, difficile à partager, parce que la plupart des autres neurologies ne sont pas comme ça. Ça fait de vous quelqu'un souvent de chiant, de changeant, de cyclotimique, d'excessif. C'est comme ça qu'on vous définit. Et donc au bout d'un moment, il y a aussi le désir de vouloir être normal, hein, tout simplement. Et en gros, le truc, c'est que pour l'instant, on papote, mais on n'a toujours pas résolu le trauma originel. Le trauma originel, en gros, c'est quoi ? C'est une croyance qu'on a avalée, hein, ou une valeur qu'on a avalée qui ne nous appartient pas et qu'on n'arrive pas à vomir. Et on ne veut pas la vomir, en plus. Et surtout, ce qu'on ne veut pas vomir, c'est la construction qu'on a vis-à-vis de ce trauma, notre façon de réagir. Parce que c'est la seule chose qu'on a pu faire pour pouvoir y survivre. Mais cette façon d'y réagir, elle est toxique en soi, parce que le trauma est toxique en soi. Et comme on ne veut pas y toucher, parce qu'il y a trop de travail, ouais, c'est bon, on passe à autre chose là. Oh là là, on verra ça demain. Et bien, il y a un truc qui s'installe, c'est la dépression. Donc la dépression, elle est là pour dire toujours je crois qu'il y a un truc qui déconne. Je crois que cette valeur-là, où la croyance, elle pue quand même. Là. Il faudrait peut-être faire quelque chose. Et le cerveau en face, comme c'est trop incrusté comme du lierre qui est rentré dans un arbre, hein, et dont on ne détermine plus qui est le tronc, qui est le lierre, le cerveau, lui, il pense que c'est identitaire, tout ça. Et donc il veut pas entendre ce que dit la dépression. Il fait ta gueule, bla 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 bla, ta gueule, oh là 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 là, oh le papillon, et tout, etc. Et donc pour arriver... Et donc ça crée une espèce de discours intérieur qui est... Et là je parle de moi, hein, je me rends compte complètement là-dedans, qui est permanent et qui crée une pression, une anxiété très forte. En fait, au final, l'anxiété, elle vient pas tant du monde, hein. Elle vient de ce discours-là, intérieur. De arrête, mais oui, mais non, mais si, mais tu vois bien que, mais ceci, mais tcha-tcha, blablabla, blablabla. Et le monde vient alimenter les... Oh, tu vois, c'est plutôt des bonnes raisons de se justifier le fait qu'on peut pas y arriver parce que c'est le monde qui est méchant. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Et du coup, à partir de là, naît l'addiction, qui va permettre de supporter c'est ce paradoxe entre la dépression qui dit d'un côté casse-toi, crache ta croyance, arrête de voir la vie comme ça, arrête de te croire comme ça, arrête de penser ça, et l'autre côté le cerveau qui veut pas lâcher parce que moi j'ai pensé ça, et si aujourd'hui j'ai pensé ça, ça m'a permis de survivre à mon trauma. Et du coup, pour gérer ce paradoxe, on va utiliser quelque chose qui va stabiliser d'une façon ou d'une autre les émotions quelque part.
Un peu comme si nos émotions étaient un équaliseur de chaîne hi-fi, avec les basses, les aigus, les médiums, et que, à cause de cette situation originelle traumatique, tous les équaliseurs étaient au maximum ou au minimum. Et donc, évidemment, la musique, elle est dégueulasse. Et donc, pour arriver à écouter de la musique correcte, pour arriver à baisser les équaliseurs ou à les mettre tous au même niveau, alors des fois c'est trop, des fois c'est trop, mais au moins ils sont tous au même niveau, on se drogue. Et donc, évidemment, on va commencer par tout ce qui est à dispo et qui est reconnu, qui nous a été rentré dans le crâne à coup de neuromarketing pendant des années. Toi, c'était quoi ? Alors moi... Moi, je sais pas. Parce que ça n'a pas été la clope au début. Ok. Un peu. Je sais pas. C'est compliqué. Ok. Moi, ce truc, ça a vraiment été le THC. En fait, alors la cigarette, moi j'ai essayé la cigarette comme tous les ados. Assez tôt, j'avais des parents qui fumaient. Beaucoup. J'ai une mère encore aujourd'hui qui est vieille et qui fume beaucoup. Et qui va probablement y rester. Qui fumait aussi quand j'étais enceinte. Quand elle était enceinte. Ça, c'est un truc que j'ai appris assez récemment, il y a quelques années. Justement, en allant voir des hypnothérapeutes, en travaillant sur cette addiction, en essayant de revenir à ça, et en considérant aussi que je cumulais 2 addictions en une, qui était d'un côté le THC, de l'autre côté aussi, de toute façon, la nicotine, forcément. Et Quand t'as appris ça t'a fait quoi ? Une sensation de logique. D'accord. Après, ça m'a mis en colère un peu, parce que j'ai des enfants aujourd'hui et que jamais ça m'est venu à l'esprit d'aller fumer quoi que ce soit à l'intérieur même de l'appartement dans lequel ils sont. Donc, si je voulais fumer, je sors dehors à 100 mètres. Et ça, depuis qu'il est né. Donc, j'ai pas de... Ça m'est jamais passé par l'esprit, par la tête. Si j'avais vu ma nana fumer pendant qu'elle était enceinte, j'aurais essayé de négocier. Alors, je veux dire aussi que je mets des fringues pour fumer dehors et je me lave les mains à chaque fois et je me lave les dents à chaque fois. Wow. Tu passes ta journée à changer de fringue et à te laver les dents ou pas ? Je fume beaucoup moins. Et oui, je me suis jamais autant lavé les mains et les dents. Vu que maintenant ça va faire 2 ans que je fais ça presque, c'est devenu un réflexe qui fait que même des fois quand le gamin est pas là et que je fume, je finis mon joint et je vais me laver les mains. Et je me rends pas compte en fait que je suis en train de me laver les mains. C'est devenu vraiment genre un réflexe. Comme j'avais un enfant prématuré, il a eu des problématiques. Enfin, il n'a pas eu de problématiques, mais il était possible qu'il ait des problématiques pulmonaires. Du coup, j'ai eu des cours en long, en large et en travers par des médecins qui m'ont regardé droit dans les yeux en fronçant les sourcils et qui m'ont expliqué vraiment genre le minimum syndical que je pouvais faire pour ne pas prendre le moindre risque qu'il devienne asthmatique. Et ça encore, ce serait le moins grave. Donc je fais très 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 attention à ça. Genre super attention. Du coup je fume moins. Après il est pas tout le temps là non plus. Et c'est probablement lui qui va me faire arrêter de fumer. Parce que j'ai jamais eu autant de motivation à arrêter de fumer que depuis que j'ai un enfant. Ça n'a jamais fait autant sens en fait. Pareil, je saurais dans quelques années t'expliquer plus facilement pourquoi que maintenant. Tu reviendras dans la saison 18. Mais c'est même pas tant une question de morale, qu'une question de... d'amour, en fait, tout simplement. Et comme de toute façon, il est dans la reproduction, je doute pas qu'il m'a déjà vu fumer par la fenêtre, en fait. Je doute pas qu'il m'a déjà vu rouler, en fait. Tu vois, ça a dû se passer, même si je me planque, il est pas con. Enfin, je vais pas le sous-estimer. Et donc ça va pas tenir. Je veux dire, au bout d'un moment, je vais pas lui dire ah non, tu fumes pas avec un bédo dans la bouche à l'autre bout du jardin sous prétexte que je me lave les mains. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Et donc je préfère de loin bouder et arrêter de fumer que d'être inquiet pour mon gamin. Je trouve que l'anxiété est plus forte. En fait, l'anxiété que me procure cet enfant est beaucoup plus forte que celle de me faire arrêter de fumer, tu vois. Donc au moins, ok. Waouh. Ouais. Mais encore une fois, c'est une question d'anxiété, tu vois. C'est vraiment
tout ça ne résout pas et n'affronte pas du tout le trauma originel, hein, justement, en question, et le truc comme ça. Donc, je voulais juste finir un truc sur mes parents. Vas-y, finis sur tes parents. Donc, ils fumaient beaucoup. Ils m'envoyaient acheter les clopes. Moi, j'ai vraiment grandi dans les années 80, dans l'époque du cow-boy Marlboro, quoi. Donc, j'ai vraiment grandi avec la croyance que fumer, c'était pas grave, mais en étant sûr. Alors, sûr, voilà, les médecins le disaient, tout le monde le disait. Il y avait même des trucs. Il y avait même une époque où on disait aux mineurs qui allaient dans les mines de charbon de fumer de la pipe parce que ça allait les protéger. Les fous rires. Tu savais ça, des microparticules de carbone qu'il y avait dans les mines de charbon. Et c'est une de ces raisons pour lesquelles, tu vois, sur toutes les photos, les mineurs, notamment dans le nord de la France, sur les vieilles photos noir et blanc, ils ont des grosses pipes comme ça quand ils sortent, et puis ils fument comme des pompiers. Waouh, je savais pas. Tu savais pas ça? Je suis choquée. On part de très loin quand même. on part de si loin. Ouais. Du coup, moi j'ai vraiment grandi avec cette idée. J'ai toujours vu mes parents cloper tout le temps. J'ai vécu aussi ce que c'était les avions. Ça, c'était dingue. Alors, parce que ça, j'en ai un vrai souvenir d'enfant et de suffocation totale. Genre vraiment, je faisais 1h30 d'avion pour aller à Milan. C'était une vraie épreuve. J'étais en apnée pendant 1h30, je me souviens. Je comprenais pas, j'arrivais pas à respirer. J'étais obligé de me faire des petits espaces avec mon manteau pour arriver à créer des bulles d'oxygène tellement il y avait de fumée dans la deuxième classe. Et je me souviens que je trouvais ça très violent, en fait, comme épreuve, et que je comprenais pas que ce soit... Et dans ma tête d'enfant, je me disais, mais quand t'es adulte, parce que je voyais que les autres adultes, ils avaient l'air de s'en foutre, donc je pensais que c'était relié à ma condition d'enfant, et qu'à force, j'allais m'habituer. Ok. Ensuite de ça, je suis arrivé au collège, hein, les gens commençaient à fumer derrière l'église pour avoir l'air cool. Ça m'intéressait pas trop. J'ai essayé, j'ai trouvé ça dégueulasse. Encore aujourd'hui, je trouve ça dégueulasse. Je ne comprends pas pourquoi on fume des cigarettes. Franchement, les gars, arrêtez, quoi. Au moins, mettez un truc dedans, je ne comprends pas. Je comprends pas, et je trouve que le goût est dégoûtant, je trouve ça amer, je trouve que ça fout une haleine horrible, je trouve que ça fait mal. Et je trouve que, en tout cas par rapport à mon anxiété à moi, le gain de calme est beaucoup trop faible par rapport à l'épreuve que c'est de fumer une clope en entier. Maintenant, ça m'arrive quand je travaille et que je suis très très stressé et que je peux pas me rouler un joint, des fois, d'allumer une clope. Et souvent, je l'écrase au bout de 3 lattes. L'alcool, comme tout le monde, c'est un truc qui me fait tout d'un coup supporter les cigarettes beaucoup plus facilement. Alors là, il n'y a plus de problème, tout, voilà. Mais alors le matin, je le paye, j'ai l'impression d'avoir une bouche en cendrier. Paradoxalement, alors que c'est encore plus toxique, quand je fume des joints, j'ai pas du tout ce sentiment. Ce qui est complètement idiot, hein, mais déjà parce qu'il y a une question d'odeur, meilleure, de goût, de ceci, de cela, et qu'au moins, il y a dans ma psychologie, il y a un truc qui me dit t'es en train de te faire du mal, mais au moins tu vas rigoler derrière. Au moins, t'es certain qu'à la fin de ce joint, tu vas être détendu, tu vas être calme. Alors, j'ai pas un effet... je résiste très bien au THC. C'est aussi un truc, j'ai toujours très bien résisté à toutes les drogues, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Parce que du coup, ça m'a jamais trop fait peur. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai une bonne résistance, et donc je peux très facilement passer une journée entière en ayant fumé un joint, voire 2, voire 3, et dialoguer avec les gens, travailler, me lever, me bouger le cul, courir, prendre le RER, revenir, penser à des trucs, oublier, travailler, enfin passer ma journée sans que ça se voit, en fait. Et donc il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui croient que je ne fume pas. Il n'y a que les gens proches qui le savent, parce que je fume devant eux. Mais sinon, c'est quelque chose que je ne dis pas. C'est quelque chose dont j'ai honte, clairement, oui. Et en plus, qui attire énormément de jugements et de préjugés. On a souvent le préjugé que si tu fumes des joints, c'est que t'es feignant, si tu fumes des joints, c'est que t'es un rasta, si tu fumes des joints, c'est que tu fuis je sais pas quoi, c'est que tu peux plus rien écouter, c'est que tu perds ta mémoire, c'est que tu perds ceci, cela.
j'ai pas beaucoup de ces symptômes. Sauf si vraiment je fume énormément. Alors, clairement, je suis guilleret, clairement, je suis euphorique, ça c'est sûr. Je dis 3 fois plus de conneries, et je trouve que les choses sont beaucoup moins graves. Du coup, je les affronte facilement, et du coup, j'arrive à les résoudre assez facilement. Ça, c'est une croyance aussi, par exemple, ce que je viens de dire. C'est pas vrai. C'est juste une croyance que je me raconte pour continuer à fumer des joints, par exemple. Et mon ami n'arrête pas de me le rappeler. Quand j'arrête de fumer, en fait, il ne voit pas la différence. Et moi, je suis sûr, hein, vraiment, que c'est terrible, je vais être insupportable. T'as fumé aujourd'hui? Non. J'ai fumé hier, soir. Je me suis couché très tard. Tu fumes le matin ou c'est exprès que t'as pas fumé? Non. Alors déjà, c'est parce qu'on est en train d'entrer en été, que je t'ai dit, et que ça se passe toujours comme ça. Je commence par fumer le plus tard possible dans la journée. Après ça, oui, ça m'arrive de fumer des matins. Quand mon gamin est né, j'ai arrêté de fumer, clac, tout de suite. J'avais plus du tout envie, ça n'existe plus. C'était oui, non, 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 j'étais invincible et tout, etc. Ça a duré 2 mois. Dès que je suis revenu dans mon environnement, dans ma maison, en fait, là, ça m'a réattaqué tout de suite. Et là, j'ai vraiment eu une période pendant 1 an où j'ai beaucoup fumé, mais des fois dès le matin. C'était aussi parce que, mine de rien, ça m'a aidé au début à encaisser en fait la brutalité du changement des habitudes de vie, la brutalité des changements d'horaire. Simplement parce que je suis une personne qui a toujours vécu jusqu'à 3h du matin et qui s'est levée en moyenne entre 10h et 11h du mat. Je trouve ça mieux, hein, c'est avoir un peu de jour, un peu de nuit, au lieu d'avoir que du jour ou que de la nuit. Voilà. Mais bon, voilà. Et là, ce n'est plus possible. Là, à 22h, je tombe comme une merde. Et à 8h, 7h du mal, j'ai les yeux ouverts comme quand j'avais 8 ans que je devais aller à l'école. Et ça me met très en colère. Il y a une partie de moi vraiment qui est pas d'accord avec ça, parce que c'était vraiment genre ma victoire de arrêter d'avoir mes parents aux fesses qui m'obligeaient à aller me coucher toujours à 1h, à des heures, à 8h, enfin des heures nulles, quoi, des heures proustiennes, quoi. Des heures proustiennes, meilleure expression. Mais c'est vrai, hein, je crois que c'est la recherche du temps perdu qui commence comme ça. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Voilà, c'est ça, ouais. Et du coup, ça m'agace. Mon enfant rebelle est rue dans les brancards. Et du coup, j'ai pas mal fumé, ce qui me rendait beaucoup plus stable. Et puis après, j'ai arrêté parce qu'il y a une voix qui a commencé à me dire aussi oui, t'es obligé de fumer des joints pour t'occuper de ton gamin. Donc ça, c'était pas audible. Donc j'ai dû me démontrer que c'était pas vrai. Maintenant, j'ai fait fermer sa gueule à cette voix. Mais pas à celle qui me dit que je fume toujours, ça c'est sûr. Donc voilà, maintenant non, je fume plus le matin. Je vais probablement, si j'arrête pas définitivement de fumer, y recommencer à un moment donné. De toute façon, c'est compliqué, mine de rien, de fumer des joints le matin, parce que je suis pas non plus Superman, et il est sûr qu'à 14h, j'ai envie d'aller faire une sieste quand même. Voilà, c'est voilà quoi. Donc c'est pas hyper efficace, et puis non. Après, pour moi, fumer, donc c'est relié déjà à beaucoup de choses différentes. Et ça, c'est le problème de l'addiction, souvent, que c'est une pelote de laine. Et donc c'est très difficile de dire je fume pour cette raison. J'ai beaucoup passé de temps à lister mes joints et à écrire pour prendre conscience en fait du nombre, qu'est-ce qui passe, pourquoi, quand, comment, et à écrire à chaque fois la raison du joint. Et j'avais listé au moins 6 ou 7 raisons différentes de fumer. Donc supporter l'anxiété, les émotions, le monde il est méchant, le futur est incertain. Ok. Supporter certainement des événements traumatiques liés à mon passé aussi. Supporter donc à cause de tout ça aussi mon rapport social aux gens, quelque chose qui m'angoisse énormément. Donc je suis quelqu'un de réputation très sociale. Et en fait pas du tout. J'aime beaucoup parler, je me cache derrière un mur de rideaux comme tout le monde le constate depuis le début de cette interview.
Et être en contact avec les gens, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément et qui me manque tout le temps. C'est très bizarre. Donc, quand je suis tout seul, je me fais chier. Quand je suis avec les autres, je suis angoissé. L'enfer. C'est un peu l'enfer. Et en fait, ça n'a rien à voir avec mon degré d'intimité. C'est-à-dire que je peux connaître les gens, ne pas les connaître les gens, ça change rien. Je peux te connaître depuis 10 ans, 20 ans, ça change rien. Tu peux m'avoir vu dans tous mes états, m'avoir démontré 157 fois que tu me prenais tel que j'étais, avec mes défauts, mes qualités, ça change que dalle. Je ressens toujours la même accélération cardiaque. Alors des fois c'est de l'excitation, et des fois c'est de la peur, des fois c'est le mélange des deux, et voire même plus j'aime les gens, et plus je suis anxieux. Parce que plus il y a de l'enjeu en fait, et plus j'ai besoin en fait de ces gens dans ma vie, parce que je les trouve rares en fait. Et du coup, il y a toujours cette croyance de base qui est reliée à mon adolescence, dans laquelle je croyais que j'étais quelqu'un de très gothique, de très triste, de très... Et c'est vrai que j'ai un côté très cynique, et que j'ai une grande capacité, si je veux, à voir le côté vide du verre. C'est plus facile pour moi. Ça a été un exercice dans ma vie que d'apprendre à être, on va dire, assertif. Voilà. Et du coup, cette croyance, elle est chevillée à l'intérieur de moi. Et j'ai vraiment la certitude que si au bout d'un moment, je suis juste moi-même, mais les gens, ils vont déprimer autour de moi tout le temps. C'est pas possible et tout. Quand j'étais jeune, j'étais toujours admiratif du gars du fond de la classe qui avait souvent des mauvaises notes, mais qui était très drôle. Et qui souvent draguait toutes les filles avec qui moi je voulais être et avec qui je n'étais pas. Et je ne sais pas si vous voyez cet archétype. C'est un archétype, évidemment. Et celui souvent qui plus tard devient comédien. Et donc j'ai toujours une espèce de fascination en fait pour les gens comme ça, avec beaucoup d'humour. Évidemment, fréquenter des gens avec de l'humour, ça me valide, ça me dit que en fait, je suis pas si chiant, pas si sérieux, tu vois. Je pense aussi que c'est pour ça que je suis entouré aujourd'hui d'un univers et de gens. 100% des gens autour de moi sont drôles. Ça, c'est un truc. En tout cas, je les trouve drôles. Voilà. Ah putain, j'espère que ton fils sera drôle. En tout cas, je trouve qu'il a déjà de l'humour à 2 ans. Ah ouais? Ouais, il me fait des blagues. Enfin, c'est des blagues de gamin de 2 ans, mais il me fait des blagues. Il me troll des fois. Et c'est assez drôle. Après, il reproduit ce que je fais aussi. Parce que je lui fais des blagues et tout, etc. Des surprises. Je me cache, je saute, je fais coucou. Piquez-vous quoi. Il le fait aussi, ouais, voilà. C'est marrant, c'est le rapport aux autres, en fait. Le rapport à l'autre, c'est une des raisons principales pour lesquelles je fume. C'est parce que ça me met dans une espèce de stabilité émotionnelle, ça me met dans une position d'écoute aussi. Je suis disponible, en fait, émotionnellement. Sans THC, je suis beaucoup plus indisponible. C'est un joli paradoxe parce que on entend dire que les drogues comblent un lien abîmé ou un lien manquant en le recréant, mais de manière factice, superficielle, mais en donnant le change suffisamment pour que ça nous aide, mais ça reste quand même limité à un moment donné. Et donc c'est complètement ce que tu décris. Moi j'ai beaucoup cherché à comprendre cette phrase. La dépendance est une maladie du lien. Une phrase que j'ai revue partout. Mais tu la comprends comment ? Très obscure pour moi. Je comprends qu'en fait, la problématique de la dépendance, parce que c'est de la dépendance, c'est de croire que la dépendance est quelque chose de central dans toute forme de comportement humain. Et de ne pas être capable de voir la dépendance uniquement comme une stratégie de survie parmi d'autres stratégies de survie possibles. Dépendance, on le met en mot neutre, c'est ni bien ni pas bien, on est d'accord. Et souvent les gens donc, qui ont une addiction derrière ont une vision de ce sujet de la dépendance comme étant souvent centrale. Même les gens qui ont ce qu'on appelle une personnalité addictive,
qui sont ceux qui me font le plus rigoler et qui m'intéressent le plus. C'est-à-dire, ce sont les gens qui ont une personnalité, donc un dérèglement émotionnel et une espèce de hypervigilance permanente, mais qui ne consomment pas de drogue parce qu'ils ne sont jamais tombés en fait sur la drogue qui leur correspond. Sont des gens souvent qui ont ce point de vue aussi sur la dépendance comme étant centrale et qui t'expliquent que c'est normal parce que quand on est petit, on est dépendant et qu'on est dépendant de ses parents et que donc on apprend que c'est dans notre corps et qu'on est en dépendance des autres parce que on peut rien faire sans nos parents, on peut pas manger, on peut pas boire, on peut pas chier, on peut pas dormir, on peut rien faire. Du coup, c'est normal, la neurologie de l'humain elle se construit autour de cette thématique centrale qui est transversale. Ok. Ça, je l'ai entendu dans la bouche de pas mal de gens qui étaient convaincus et qui me développaient ça vraiment sous les arguments de la philosophie. Et qui ne voyaient pas en fait que quelqu'un a un cerveau en fait qui n'est pas dépendant n'a pas de problème avec le fait d'être dépendant. En fait, il passe devant une boulangerie, il veut un pain au chocolat, et il adore les pains au chocolat, il est dépendant de ce pain au chocolat, il sait que sans ce pain au chocolat, il sera moins content, mais il est capable de continuer son chemin et de dire vas-y je le prends pas et après d'oublier le pain au chocolat. Tandis que la personnalité dépendante, elle voit le pain au chocolat, elle fait non, non, non et après pendant 24 heures après, elle est encore en train de dire non, non alors qu'il n'y a plus de pain au chocolat et qu'elle y pense tout le temps et que donc elle s'organise pour résister au pain au chocolat, elle déménage pour qu'il n'y ait pas de boulangerie à côté de chez elle ou je sais pas, enfin bon voilà. Et ça je trouve ça intéressant. Donc la dépendance, une personnalité addictive n'a rien à voir avec une personne qui est addictive. Et on est tous à la même enseigne. Clope ou pas clope, bédo ou pas bédo, ou j'ai envie de dire cocaïne, pas cocaïne. Et ce qui est rigolo, c'est de voir qu'on a tous les mêmes schémas. C'est-à-dire, quelle que soit la drogue qu'on prend, on a tous la conscience, quand on est dépendant d'un truc, de l'aspect toxique de ce qu'on prend. Et on est tous capables de consommer en débattant sur le fait que c'est toxique. Ça, c'est génial. Moi, je suis capable de fumer des joints en disant « Ah, c'est pas bien le joint, et de rire, en plus, tu vois, et d'avoir envie de m'en refaire un autre. Rien que pour être rebelle et de dire « Ouais, vas-y, je fais ce que je veux. » Et donc, ça, a priori, c'est parce que le message, en fait, en gros, si j'ai bien compris, quand on fait un choix dans la vie, avant de faire ce choix, ça passe par un endroit de notre cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, et qui est donc censé te dire si ton choix va être écologique ou pas. Pas une question de morale ou pas, bien ou mal, c'est juste est-ce que ça va te faire survivre plus longtemps sur la planète de faire ce choix-là. Et normalement, si la réponse est non, tu ne le fais pas, ton corps se bloque. Par exemple, si tu mets la main dans de l'eau bouillante, ton hypothalamus te dit qu'il faut retirer ta main. Et instinctivement, ton corps, hop, il saute en arrière. Normalement, quand tu fumes une clope la première fois de ta vie, ton hypothalamus te dit c'est dégueulasse. Tu tousses et tout, il te dit mais jamais de la vie, t'as plus de souffle et tout, il n'y a aucun intérêt. Et puis derrière, ça crée aussi de la dopamine, ça crée des ceci, ça crée, ça compense l'anxiété. Okay. Le fait que ça compense l'anxiété, ça crée des neurotransmetteurs dont on a besoin, notamment beaucoup de dopamine, qui va venir couvrir en fait la dépression, justement. Et à partir de là, à force d'enregistrer que en faisant ce geste-là, il y a de la dopamine qui se crée malgré le fait que c'est dégueulasse, au bout d'un moment, le cerveau ne fait plus passer le message par l'hypothalamus et c'est ça qui rend les choses supportables. Et du coup, ça passe plus que par le circuit de la récompense en boucle. C'est-à-dire, ça sort plus du circuit de la récompense pour aller être consulté par l'hypothalamus et revenir. Ça reste là. Et donc, c'est oui automatique. Et donc, plus c'est oui automatique, plus les raisons, en fait, de fumer deviennent nombreuses. Au début, on fume pour une raison. Et puis après pour 2, puis après pour 3, puis après on se rend compte qu'on peut aussi fumer pour ci, puis aussi fumer pour ça. Et puis d'un moment, le cerveau commence à enregistrer qu'en fait, on peut fumer pour tout et n'importe quoi, et que ça marche à chaque fois, en fait. Donc pourquoi se prendre la tête à aller chercher d'autres solutions pour aller mieux et compenser ? C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup moins compliqué pour lui, je veux dire, d'avoir toujours la même source de dopamine en boucle. Et quand on en arrive là, ce qui est mon cas aujourd'hui, au bout de 26 ans, on se rend vraiment compte dans son corps que ça n'a plus rien à voir avec de la volonté.
C'est-à-dire que je peux avoir... Là, j'ai toute la volonté du monde d'arrêter de fumer, hein. J'ai toutes les raisons du monde, j'ai tout. Et mon corps n'arrive pas à se déplacer dans l'espace pour aller voir un putain d'addicto et lui dire « S'il vous plaît, enfermez-moi pendant 2 semaines avec des gens qui ne fument pas et qui me répètent en boucle pourquoi c'est bien, qui me font faire des trucs, du sport, qui me démontrent malgré moi que en fait mon cerveau est quand même capable de fabriquer de la dopamine avec autre chose. » Ça, c'est dingue. Et à ma toute petite échelle, je dis petite échelle parce que je pense à des gens qui ont des addictions à l'héroïne, hein, je pense à des gens qui ont des addictions à la cocaïne, au crack, à n'importe quelle autre drogue, 10 fois plus addictive avec des conséquences beaucoup plus violentes encore que le joint. C'est pas plus addictif, mais les conséquences, effectivement, sont plus violentes. Donc, j'ai envie de dire, la peur et l'urgence d'arrêter est encore plus grande, en fait, tu vois. Et donc, la peur de consommer encore plus, et donc l'enfer de la conscience de ce qu'on fait est encore plus grand. Et donc, j'ai envie de dire, l'estime de soi est encore plus défoncée, parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que on n'arrive pas à passer à l'action. Et je comprends tout à fait, en fait, les gens vraiment drogués qui, au bout d'un moment, demandent aux autres « S'il te plaît, amène-moi. S'il te plaît, force-moi. » Je comprends complètement. Je vois tout à fait... ouais, c'est le message qui passe plus par l'hypothalamus, en fait, tout simplement. Et c'est fascinant. C'est vrai que c'est fascinant. Ouais, et effrayant. Et toi, tu dois en savoir quelque chose, parce que toi, tu as vécu dans ton corps ce que c'est que de désapprendre et de réapprendre. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que le cerveau, il n'oublie pas. Et donc, il te dira toujours, quand même. Quand même, c'était plus facile par là. Hein, quand même, c'était... La clope est très régulièrement proposée. Mon cerveau me la propose vraiment très, très régulièrement. Ouais. Donc, il y a toujours un moment de négociation. Ouais. La plupart du temps, j'arrive à en rire. Mais parfois, ça me chope au bon moment, pour cette impérieuse envie. Et là, je suis pas ma maline, quoi. Du coup, ça aussi, c'est difficile à accepter. C'est-à-dire d'accepter que le fait d'arrêter, ça ne sera jamais, a priori, d'après ce que j'entends, la sensation qu'on veut, c'est-à-dire la sensation de ne plus y penser. Ça sera juste le choix permanent d'y résister. Et donc les ressources nécessaires pour pouvoir y parvenir à chaque fois, et ça demande de l'énergie, ça demande... C'est comme si on continuait à vivre avec un caillou dans la chaussure, ou avec un moustique oui, sous la mais j'entends ce que tu dis, je peux le vivre de temps en temps, mais j'ai besoin de nuancer. Oui, au début de mon sevrage, c'était ça. C'était genre le caillou dans la chaussure, le gros caillou, et c'était tout le temps là, non, j'arrivais pas à faire comme si c'était pas là, mais je devais apprendre à composer avec. Mais au fur et à mesure des jours, le caillou a rétréci. Et en fait, maintenant, le caillou est là pour me rappeler que peut-être que certains de mes besoins qui me sont importants ne sont pas satisfaits. Et ce besoin, ça va pas forcément être de la nicotine ou fumer une clope, mais ça va être une émotion ou une sensation. Et pour le dire très vite, moi, j'ai réussi à compenser, après avoir compensé par l'alcool, la bouffe, j'ai réussi à compenser, en tout cas à prendre soin de cette partie-là et de cette sensation désagréable du caillou en consolidant mes liens et en écrivant. Moi, l'écriture et mes relations sont complètement corrélées avec mon envie de fumer. Maintenant, je me rends compte. Et quand j'ai envie de fumer, ça veut dire que soit j'ai pas suffisamment écrit, soit j'ai pas pris suffisamment soin de tel ou tel lien, ou en tout cas, je suis peut-être en manque d'un bon lien. Croire, en fait, que tout lien est une forme de dépendance. Ça, c'est la problématique. C'est même pas de le croire, c'est de le sentir. Sentir que tout lien est une dépendance. Et au moment d'accepter ça, de façon résignée, ou au contraire de le rejeter. Parce qu'il y a 2 façons de réagir à cette croyance. Soit on se résigne et on trouve ça évident et on l'argumente, soit au contraire on devient une personnalité extrêmement autonome qui décide de ne compter sur personne d'autre que sur soi-même, parce que je ne veux plus jamais prendre le risque de pouvoir ressentir encore cette dépendance que j'ai ressentie, qui est horrible et qui me fait mal. Du coup, moi, j'aurais pas d'enfant, je serais tout seul, je ferais ce que je veux, et tout, et je suis ça, et j'ai besoin de personne, et ceci, et je fais qu'à ma gueule, je trace ma route, et tout, etc., parce que au moins comme ça, je ne prends surtout pas le risque
de redevenir dépendante. Et ça trahit justement toujours la présence de cette, ce qu'on appelle personnalité addictive en fait. Donc la maladie du lien, c'est ça. C'est pas tant le lien que j'ai eu avec mes parents ou le lien traumatique que j'ai eu, ceci, c'est la conséquence du trauma qui m'a donné cette vision du lien et donc d'être en lien avec les gens. Je ne peux pas être en lien avec les gens sans en être dépendant. D'ailleurs, moi, par exemple, je ne peux pas être en lien sans en être dépendant et sans trouver ça grave. C'est ça qui importe. Parce que oui, des fois, on peut être dépendant de quelqu'un et puis c'est pas grave. Et puis ça peut s'arrêter, on peut s'en foutre aussi. Mais pour nous, personnalité addictive, non, on peut pas s'en foutre. Soit il faut qu'on combatte, soit il faut qu'on se résigne, soit il faut qu'on en parle. Tu vois. Dans tous les cas, il faut qu'on en parle. Voilà, c'est ça. Pas Dans neutre. tous les cas, il faut en parler. Voilà, c'est pas. Encore une fois, c'est pas une stratégie de survie parmi d'autres dans laquelle on peut rentrer et sortir, rentrer, sortir. Et le concept d'interdépendance. Ça, c'est pas la dépendance, l'interdépendance. L'interdépendance, déjà. Enfin, si j'ai bien compris, pour moi, c'est plutôt... déjà, c'est quelque chose qui est décidé, qui est construit. Par exemple, aujourd'hui, avec ma nana, au sein de mon couple, on est interdépendants. Tu vois ? Au bout de 10-12 ans, on a fini par accepter d'être indépendant et c'est beaucoup plus simple comme ça. Au lieu de vouloir être en permanence égalitaire, justement, tu vois. Et chacun son souci. Au bout d'un moment, on a comme fini par reconnaître qu'il y en avait un qui avait des angles morts et l'autre aussi, et qu'il y en avait donc un qui était meilleur que l'autre dans tel et tel domaine et inversement. Et sans laisser l'autre galérer et lui donner forcément les mêmes charges mentales, on sait aussi qu'il y a plus de facilité. Et donc, on est interdépendants l'un de l'autre. Et il y a un équilibrage qui se crée, en fait, au bout d'un moment, autour de cette interdépendance. Donc, pour moi, l'interdépendance, c'est pas très grave. C'est sympa, même, je trouve, de mon point de vue de personnalité addictive. Mais je trouve ça sympa. Et normalement, l'interdépendance, t'en rentres et t'en sors. Tu la décides, tu la construis, en fait. C'est un peu le contrat social qu'on a placé avec tous les gens avec qui on est interdépendants dans cette société. Je sais pas, la sécurité sociale, c'est de l'interdépendance. Pôle emploi, c'est de l'interdépendance. Les bus, le métro, les flics, enfin, tout est interdépendance à ce moment-là, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment deux notions différentes. Et je trouve ça rigolo, encore une fois, les gens que ça ennuie, l'interdépendance, les gens que ça gratte. Quand même, c'est chiant. Et là, pourquoi tu trouves ça chiant ? Ouais. Mais je voulais rebondir sur comment ça se passe avec ta femme et ton comportement addictif. Et ta dépendance. Alors, ça se passe très bien, parce que je fais ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Déjà, j'ai pas... on va dire, en termes de... J'ai pas de conséquences graves pour elle pour l'instant. Bon, le jour où si je chope un gros cancer des poumons, là, je pense que ce sera autre chose. Mais pour le moment, elle me voit jamais, je suis jamais défoncé au point de plus comprendre ce que je dis, en fait, tu vois. Donc, elle vit avec quelqu'un lucide toute la journée, quand même. Ensuite de ça, je suis comme ça depuis qu'elle me connaît. Du coup, c'est un truc qui était intégré dès le départ. C'est pas comme c'était un truc, et c'était à l'époque, il y a 12 ans, c'était beaucoup moins négociable qu'aujourd'hui. Et c'était très clair, c'était comme ça, il fallait me prendre comme j'étais. Ensuite de ça, j'en parle tout le temps. Quand je te dis tout le temps, c'est qu'il n'y a pas une semaine, depuis 10 ans, j'en parle pas. C'est-à-dire, t'en parles. De quelle manière ? Je l'évoque. Je communique sur le fait que, malgré le fait que mon corps continue à reproduire l'addiction et tout, il y a quand même une grande partie de mon cerveau qui est là, qui voit, qui regarde, qui sait, qui se pose la question, qui essaye, qui n'y arrive pas, qui recommence, qui rate, qui recommence, qui rate, qui recommence, qui rate, qui s'énerve, qui se débat, en fait. Ensuite de ça, je suis pas sorti avec quelqu'un qui va de très moral dans le sens consensuel du terme, en fait, aussi. Donc, je suis avec quelqu'un aussi qui croit énormément en la responsabilité individuelle.
Donc elle va pas venir faire... puis c'est pas ma maman, et ça m'arrange aussi. Euh, et du coup, c'est ma responsabilité. Aujourd'hui, là où je trouve qu'elle a vraiment beaucoup plus un mot à dire, de façon très froide, c'est que on a un enfant, et que donc à partir de là, ma longévité, je suis responsable aussi au bout d'un moment de l'émotionnel et de mon gamin. Si je meurs trop tôt par rapport à son âge, et que donc il va le manger dans les dents, et ça va être des années de psy derrière. Et donc au bout d'un moment là, ma vie a une incidence directe en fait sur la construction d'une autre personne. En tout cas jusqu'à ce qu'il ait un cortex préfrontal, c'est-à-dire jusqu'à ses 20 ans. Parce qu'avant ça, il n'y en a pas. Et du coup, après, quand il aura un cerveau fini et qu'il aura sa propre neurologie, il n'y a plus de problème. Il peut faire sa vie, il pourra prendre de la distance et faire ses propres choix et faire de la merde s'il veut. Mais si je peux le moins possible influencer, en fait, tout ça et lui créer je veux dire, une jeunesse sécurisée, effectivement, je voudrais bien le faire. Donc là, je trouve que elle a plus son mot à dire, qu'elle ne dit pas, parce que je le dis à sa place. Très bonne stratégie. Mais c'est pas une stratégie, ça me vient, en fait. Et... Oh, cette pluie qui nous tombe dessus. Ouais. Ça me donne envie de faire un joint, tu vois. Hein ? Ça me donne envie de faire un joint, tu vois. Ah ouais. Cette pluie là, C'est la poésie de cette pluie qui tombe, ou c'est non, la sensation la d'être... sensation que foutu pour foutu, il pleut, il fait moche, j'ai envie de me rouler sur cette moquette au sol qui a l'air tellement épaisse, de rien faire, dire oh là là, viens, on fait rien. Ah, c'est ton aquaboniste. Et il y a ça aussi, ouais, c'est ça. C'est mon aquaboniste, ouais. Ça aussi, c'est une autre raison de fumer, l'aquabonisme. Tu sais que c'est un de mes personnages dans mon livre. C'est une super idée, l'aquaboniste. Ouais. Et j'ai plusieurs émotions dans mon livre que j'ai essayé de personnifier pour mieux communiquer avec eux. Et l'aquaboniste, quand il va bien, c'est un bonhomme entre Jean-Pierre Bacry et Bill Murray. Je vois tu vois un peu l'énergie. Et quand je vais moins bien et qu'il me fait un foutu pour foutu un peu plus trash, c'est cette version-là, mais en mode Droopy Calimero, qui a envie de crever, qui est complètement déprimé. Et donc là, c'est lourd, quoi. Tu peux rien faire. Bref, donc j'ai adoré ma dépression. Mais en même temps, je me suis attachée à ce genre d'émotion, et quand la version va bien, l'aquaboniste, il me fait trop rire, quoi. Il râle et tout, mais c'est génial, quoi. T'as un petit Jean-Pierre Bacry à l'intérieur, c'est trop bien. Ressemble à quoi ton aquaboniste ? C'est plutôt un rasta. Moi, j'ai un aquaboniste plutôt solaire. Il n'est pas grognon. C'est plutôt un chanteur, un artiste, et un musicien, et avec un joint. Et il fait pas du reggae, il fait du blues. Et il est détendu. Et il me rappelle souvent, il est pervers parce qu'il a des arguments très convaincants qui sont de l'ordre de qu'est-ce qui a vraiment de l'importance au final. Tellement ça. De quoi tu vas te souvenir à la fin de ta vie ? Est-ce que tu vas te souvenir de tous les efforts que tu as fait, de tous les devoirs que tu as accomplis, de toutes les contraintes que tu t'es mises, ou de tout le plaisir que tu t'es autorisé ? Tellement vicieux. Voilà ce qu'il me dit, mon aquaboniste. Il est de bonne humeur, il est content, il va bien, il me donne l'impression que c'est bon, lui, il a déjà compris. Il n'y a que moi qui suis en train de stresser dans la vie, la réalité, de me mettre des vieilles contraintes, des vieux doutes moraux. Et il me dit, mais tout ça, c'est une goutte dans l'océan. Puis après, il me montre l'univers. Alors là, il a encore plus raison. Les planètes, le cosmos, l'infini total. Et là, il me montre l'échelle du temps. Alors là, c'est encore plus... là, j'ai déjà fumé 3 joints à partir de là. En disant, mais de toute façon, qu'est-ce que tu te fais chier là, te débattre, espèce de poussière dans le cosmos, mais ça va rien changer. Voilà, juste kiffe ta vie, en fait. Il y a rien d'autre à faire. Kiffe ta vie. Sa force, c'est que il y a une part où il a raison. C'est juste que c'est la méthode avec laquelle il veut que je kiffe ma vie qui va pas, mais sur le fond, il a raison.
Il a raison, mais je vois les similitudes avec le mien. Oui, il a raison, mais on sent bien qu'il y a une certaine forme de mauvaise foi quand il va utiliser tel ou tel argument. Oui, c'est vrai. Il l'utilise pas pour le bon. Tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est biaisé. Ouais, j'ai envie de dire. Il détourne, je sais, il me prend par les épaules en disant mais la nuit est encore jeune, tout ça. Oh là là, cet épisode est beaucoup trop long, donc je coupe au milieu. Oui, il reste encore 1 heure, et je ne veux pas surjouer le teasing, mais la deuxième partie est vachement bien. Rendez-vous donc la semaine prochaine, et d'ici là, bon sevrage.